Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelques éléments de langage et à quelques techniques de décryptage qui vont vous permettre de désamorcer un conflit avant même d'en venir aux mains. Je vous rappelle que tout ce qui est lié à la self-défense technique, les gestes techniques pour se défendre et autres, sont le dernier pan de tout ce qui représente la sécurité personnelle. Normalement, on doit fuir au maximum tout ce qui va vous emmener dans le conflit physique. Voilà. Donc, c'est parti pour quelques décryptages. En premier lieu, je vais vous inviter à regarder un documentaire qui a été fait par National Geographic qui fait un parallèle entre les singes et nous. Ça s'appelle Qui singe qui. Il y a 3 thématiques différentes. Qui singe qui, le mâle, qui singe qui, la vie de couple, et qui singe qui, la vie sociétale. Ça vous permettra de voir qu'en fait, on est resté très basique sur tout ce qu'on exprime et on n'est pas différent de nos cousins les singes. C'est assez intéressant. Justement, à ce propos, voici un petit parallèle et une petite vidéo pour vous donner un avant-goût. Accompagné de 2 amis. L'un d'eux mesure 1,60 m, l'autre 2,20 m. Il s'apprête à commettre un délit absolu, voler son verre à un autre client. Regardez à quelle vitesse réagit la première victime quand l'homme de petite taille lui prend son verre. C'est à moi. Bien tenté, vieux. Il est arrêté tout de suite. Il n'est pas physiquement agressé comme le serait un primate dans la jungle, mais le rire condescendant qu'on lui adresse revient au même chez les humains. C'est maintenant au tour du grand costaud. Remarquez le changement d'attitude du client lorsqu'on lui prend une nouvelle fois son verre. La victime est la même, mais sa réaction est très différente. Ça l'amuse beaucoup moins. C'est quoi ce cirque? Voici la prochaine victime du grand costaud. Elle jette un coup d'œil mais n'ose pas protester. Plusieurs fois de suite, le petit homme est repoussé tandis que le plus grand fait ce qui lui plaît. Donc vous l'aurez bien observé, contrairement à ce que disent toutes les filles pour vous rassurer, la taille ça compte. Plus sérieusement en fait, tout ce qui est lié à l'apparence, votre posture, votre attitude, votre regard, tout va jouer et ce qui est valable pour vous est valable pour la personne que vous avez en face. La façon dont il s'habille, le soin qu'il met dans la façon de se présenter. Histoire d'argumenter ce que je viens de vous exposer, je vais enfiler 2 blousons différents devant vous. Je vais les faire de ce pas, ils sont sur le côté. Voici le premier. Voilà la façon dont vous allez me percevoir. D'accord? Je me présente à vous comme ceci. Dans un premier temps, je change. Une autre façon de me percevoir. Avec le premier blouson, ça affine ma taille. De facto, j'ai subi un nombre incroyable d'insultes alors que j'étais à 2 roues, venant d'automobilistes qui étaient 100% du temps en tort. Du style, un CD de passage qui est pris comme une priorité à droite, la personne vous le grille, elle manque de vous renverser, et en plus insulte, doigt, quand il vous bloque pas la route. Tout ça pour vous donner une idée de ce qui est perçu en face. Les 3/4 du temps, avec un petit blouson, en gros, je faisais faux maigre, et les personnes m'estimaient à leur portée. Ce qui a entraîné une grosse surprise de leur part quand ils ont vu la réalité sonner à leur porte. Mais ça, c'est encore autre chose. Tout ça pour appuyer sur le fait qu'avec l'autre blouson, qui au contraire augmente mon volume, j'ai jamais été emmerdé. À la limite, si j'avais été jeune, on aurait pu m'emmerder pour me le tirer sous forme de dépouillage ou quelque chose qui y ressemble. Mais en tant qu'adulte, jamais. Puisque ça donne un autre style qui fait que dans la perception que vous renvoyez vis-à-vis de vos interlocuteurs ou des gens que vous croisez, ça n'est pas du tout pareil. Je vous donne un autre exemple. Vous êtes derrière une Twingo et il met du temps à démarrer.
Les 3 quarts du temps, les gens vont klaxonner tout de suite. Par contre, si vous êtes derrière un Porsche Cayenne vite teinté et vous regardez, vous voyez que ça s'agite un peu, qu'il y a plusieurs silhouettes dans la caisse, je peux vous garantir qu'ils ne seront pas nombreux ceux qui vont klaxonner. Pourquoi cette différence? Tout simplement parce qu'on est renvoyé à nos instincts primaires. Tout ce qui a trait au sentiment de puissance, et l'argent est un facteur de puissance, nous rappelle nos instincts les plus grégaires, à savoir on a affaire à un dominant ou pas. Un dominant, on le repérera à sa façon de marcher, à sa façon de parler, sa posture, la façon de vous regarder bien droit dans les yeux. Et à contrario, on repérera immédiatement un suiveur ou quelqu'un de dominé. Quelqu'un qui entre dans une pièce et qui met ses mains dans ses poches directement, qui regarde le sol, le regard fuyant, plutôt voûté, des choses comme ça. Ça donne des indices paraverbaux qui sont primordiaux, même quand vous avez affaire à un agresseur, puisque ce ne sont pas tous des dominants ou des alphas. Faire semblant pour réussir. Des scientifiques ont fait une incroyable découverte. En se redressant comme un mâle dominant, on peut en devenir un. Quand ils se sentent particulièrement forts, ces mâles font de grands gestes. Tout a donc une importance pour éviter d'être emmerdé en amont. La façon dont vous marchez, celle avec laquelle vous vous exprimez, comment vous regardez les gens, comment vous vous habillez, si vous prenez soin de vous, en fait, ça vous permet de masquer des manques de confiance en vous, bien souvent. Quelqu'un qui est très bien habillé, qui prend soin de lui, va donner l'attitude de quelqu'un qui est plein d'assurance. Je connais nombre de personnes qui masquent en fait leur manque de confiance en soi de cette manière. Et ça marche très bien. D'un point de vue extérieur, tout le monde pense que ces personnes sont empreintes d'une confiance phénoménale. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais en l'occurrence, ce travail marche. Fort de ces informations, ça vous donne tout de suite une idée du décryptage que fera votre interlocuteur s'il est plus ou moins agressif par rapport à la façon que vous avez de vous habiller. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure avec mes 2 blousons. Quand j'ai un blouson qui m'affine, je sais pertinemment que la personne a fait un décryptage me mettant à sa portée. Je nivelle avec un langage bien assuré et une posture et une stature qui ne laissent aucune ambiguïté. Si possible, en évitant d'aller jusqu'au physique. Voilà. Mais on reviendra plus tard à ça. Chez les grands singes, les mâles alphas contrôlent le groupe en occupant l'espace. Un individu sûr de lui, comme ce gorille au dos argenté, se place au centre et disperse tout le monde. En s'écartant de son chemin, les autres se soumettent instinctivement. C'est un moyen simple mais efficace de rappeler qui est le patron. Il agit comme notre grand mâle et s'installe là où ça lui chante. Face à son assurance, les gens se soumettent et finissent par partir en lui cédant la place. Pour continuer dans le décryptage, il va falloir vous intéresser très fortement à tout ce qui est émotion de base. La peur, la joie, la tristesse et la colère. Auxquelles s'ajoute en émotion secondaire la surprise et le dégoût, mais qui découle, par exemple, si je reprends la colère, vous allez commencer à froncer le nez, et ça correspond aussi au dégoût. Sur la peur ou la surprise, les yeux vont s'écarquiller, c'est à peu près le même démarrage. Les mêmes micro-signaux qui vous sont envoyés par la personne qui est en face. Lorsque vous êtes suffisamment intéressé à ces 4 émotions de base, vous pouvez faire des mix qui vous aideront sur le temps à être très sûr de vous dans ce que vous voyez en face. Alors un mix, ça peut être par exemple un dégoût de joie. Qu'est-ce que c'est qu'un dégoût de joie? C'est vous voyez votre pote qui marche dans une merde. Donc ça vous fait marrer, mais vous n'avez pas envie d'être à sa place. Voilà, il y a plein de mix. Vous pouvez mixer toutes les émotions de base. Et une fois que vous les avez bien décryptées, ça vous donne une lecture vraiment phénoménale dans tout ce que vous avez en face de vous. Au-delà de la parole. Puisque je vous rappelle, 90% de ce que vous communiquez ne passe pas par la parole. Tout est lié au paraverbal. Aujourd'hui, on va plutôt évoquer ce qui vous permettra de résoudre un conflit plutôt que de rentrer dedans. Mais à l'instar des choses qui vous permettent de désamorcer, il y en a qui vont vous permettre de provoquer une réaction, c'est ce qui amènera une anticipation de votre part.
Généralement, les gens provoquent avec des insultes, donc ils savent très bien qu'en insultant, ça va provoquer une réaction. C'est ce qui est attendu quand on le fait vis-à-vis de vous. À charge pour vous de répondre ou pas à ce genre de provocation. En ce qui nous concerne, si on est dans la résolution des conflits, et si on cherche plutôt à esquiver le phénomène physique qui va finir par en découler, on va essayer de se mettre au diapason vis-à-vis de notre interlocuteur, quand c'est possible. Avant d'essayer de se mettre au diapason, je vous rappelle, première vidéo, les différents profils d'agresseurs, il y en a avec lesquels vous pouvez discuter, il y en a pas du tout. Primordial. Si vous commencez à négocier avec, discuter c'est négocier, avec un impulsif, vous allez manger grave. Donc je vous laisse regarder de ce côté-là. Mais on va revenir à tout ce qui est conversation de base. Je ne bluffe pas, en fait. Je peux bluffer si la personne met sa main dans sa poche et à ce moment-là, je peux mettre ma main dans mon dos pour faire supposer à l'autre que moi aussi je suis armé. Mais quand je fais ça, je bluffe juste sur l'arme. Quand il va démarrer, je vais pas lui dire « Ah non, je plaisantais, j'ai pas d'arme ». Je vais jusqu'au bout des choses. C'est le seul cas de figure dans lequel je vais bluffer sans avoir forcément les moyens de mes ambitions. Mais lorsque j'annonce quelque chose, en fait, quand je dis avoir les moyens de ses ambitions, c'est pas être invincible, c'est avoir les moyens de pouvoir faire face, se battre un minimum, encaisser des coups. Dès que vous êtes parti dans une baston ou une rixe, après c'est l'incertitude, aussi bien pour l'autre que pour vous. Donc avoir les moyens de ses ambitions, c'est avoir les moyens de répondre à l'autre. Si je dis que je suis pacifiste parce que je fais 30 kilos et que j'ai affaire à un mec qui fait 120, je suis pas pacifiste, j'ai pas le choix. Nuance. Si par contre, Rickson Gracie disait « Je préfère me battre avec quelqu'un de 130 kilos dans une cage plutôt qu'avec un gars de 70 dans la rue ». Il ne dit pas ça pour flatter les égos de gars de 70 kilos. C'est parce que le gars, il a expérimenté ça au Brésil certainement, et il a vu des gars qui étaient des machines de guerre, sans peur, sans frein, sans rien, et qui pouvaient démonter des gens qui les surpassaient largement en poids et tout le tout team. C'est pas le fait du hasard, c'est un pro qui vous l'annonce, et je n'invente rien. Donc j'ai commencé tout à l'heure en disant que je ne bluffais pas, et pour vous faire une illustration, ça m'est arrivé de voir des mecs descendre comme des bombes, les stopper et de leur dire voilà, dès que tu vas démarrer, je vais te tuer. Mais quand je leur dis, donc là je vous le dis pas avec le ton que j'employais à l'époque, mais quand je leur dis, je le pense. Je ne suis pas du tout en train de bluffer. Dans l'intention. Je ne dis pas que si je le pulvérise, je vais l'envoyer ad patresse. Il ne s'agit pas de terminer aux assises chaque semaine. Hein. Je dis juste que dans l'intention, il n'y a pas de bluff dans ce que j'annonce. Si vous annoncez quelque chose, ne bluffez pas. Parce que des gens expérimentés face à vous verront tous la différence. Il faut croire en ce que vous dites. J'annonce, je vais le faire. Choisis après. Je te demande de ne pas m'approcher, reste à distance. Si tu t'approches, on démarre. Voilà. Sur des petites astuces que j'utilise avec des automobilistes, mais ça fait très longtemps que je ne me suis pas pris la tête avec des automobilistes. Je suis plutôt cool en voiture. Mais une astuce qui fonctionne bien, la personne, elle vous prend la tête, elle s'arrête, elle descend. Vous voyez que vous avez affaire à un prédateur ou un papa qui va travailler ou des choses comme ça. Je descends, je lui dis écoute, là, j'ai pas de temps à perdre en discussion où tu vas m'insulter, je vais t'insulter. 15 minutes, après ça va encore durer, s'il y a les flics qui passent, c'est bon. Donc ce qu'on va faire, soit on relativise et on se quitte tout de suite, voilà. Désolé, ou t'es pas désolé, mais on se quitte. Soit on discute pas, mais là on va se foutre en l'air, mais on va se foutre en l'air violent. Mais là, je viens de perdre déjà 1 minute à te parler. Qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'à maintenant, sur ce type d'éléments de langage, 100% des fois, la personne a trouvé que c'était une bonne solution qu'on se quitte pas en bons amis, mais chacun de notre côté. Voilà. Ça nous a évité de perdre du temps en discussion, ça monte, machin, cela. Après,
sur un autre domaine, vous verrez beaucoup de profs de self-défense ou d'arts martiaux qui vont s'intéresser à tout ce qui est hypnose, méditation. Mais sur l'aspect hypnose, on ne s'y intéresse pas pour pouvoir faire tomber les gars en transe en face de nous. C'est plutôt dans la façon qu'on aura de pouvoir se mettre au diapason avec notre interlocuteur. Une forme de symbiose, on ne peut pas vraiment appeler ça symbiose, mais se mettre au niveau de notre interlocuteur afin de rester toujours, de se niveler, de ne pas lui donner l'impression de vouloir prendre le dessus, mais de ne pas non plus lui donner l'impression de s'écraser. Ce qui permet très vite d'arriver à l'emmener là où vous voulez, d'autant plus si vous connaissez tous les leviers d'influence qui sont les plus faciles à utiliser. Alors l'ego, sans aller jusqu'à la flatterie et autres, mais on peut brosser aux sens du poil en disant écoute, on va essayer de réagir intelligemment tous les deux, des choses comme ça. Après ça peut le blesser, hein, si c'est un gros con, mais tout ce qui est lié à l'ego, la réciprocité, enfin tout ce qui vous amène dans le compromis fait partie des différents leviers d'influence. Si vous ne les connaissez pas, ça va être très dur de les appliquer. Je ferai d'ailleurs sur le sujet des leviers d'influence une autre petite vidéo, parce que sinon celle-ci va durer 1 heure. Ça, en fait, tout ce que je vous expose fait partie de contenus de séminaires qui durent des heures et des heures. Donc on va essayer d'être plus bref. Alors les éléments de langage, c'est pas tout, il y a aussi la façon dont vous allez gérer votre stress, et tout ce qui est lié au stress n'est pas forcément négatif. Vous pouvez générer 2 types de stress. Le stress positif, celui qui va vous galvaniser, vous donner de la pêche, ou le distress, le stress négatif, celui qui va vous inhiber complètement. Je pourrais faire encore une autre vidéo sur le sujet pour vous expliquer comment générer du stress positif. Mais sur les premières pistes, il y a notamment dans le bouquin de Michael Luz, Riposter 2, plein de drills qui vont vous permettre de pouvoir lutter contre un stress inhibant. Les drills, c'est ce qu'on appelle des drills projectifs. Où que vous alliez, je suis dans un bar, il y a un mec qui est agressif au bar, et si il venait me voir moi, et si il pétait les couilles, ou je suis tout simplement cool, je repère les personnes les plus on va dire, dangereuses, entre guillemets, parce que dans une soirée, il peut y avoir une soirée où il n'y a personne, mais je peux m'amuser comme ça, tu viens de me dire, putain, celui-là, il est balèze, il est balèze, il est balèze. Donc, essayer d'essayer de venir, je sais pas, emmerder ma femme, ou des choses comme ça. Dès lors que vous projetez dans plein de scénarios différents, en fait, ça vous permet de ne plus être dans la surprise. Quand on n'est plus dans la surprise, le stress devient positif. Vous êtes déjà prêt, en gros. Mais on pourrait revenir sur notre vidéo. Les mâles dominants produisent à la fois beaucoup de testostérone et peu de cortisol. Leur puissance tient aussi à leur capacité de réaction au stress. Les mâles alpha débordent de testostérone, mais sont aussi détendus et efficaces. Le rôle clé d'un dominant étant de protéger le groupe, il doit suivre une dernière règle, rester calme sous la pression. Dans les éléments de langage de base qu'il faut connaître, et a priori, si vous faites partie d'une société dans laquelle il y a de l'accueil, normalement, vous les avez acquis, on reste poli, ferme, mais calme jusqu'au bout. En tout cas, calme en apparence. On invite notre interlocuteur à reformuler en fait ses requêtes. On peut l'inviter aussi à nous poser des questions. On veille à ce que la personne reste tout le temps à distance. On ne la prend pas de haut, on essaie de ne pas faire d'humour. Pas d'ironie, parce qu'en fait, quand les gens sont en colère, tout ce qui est lié à l'humour, c'est pas forcément bien interprété. C'est du bon sens de manière générale, mais la première chose à intégrer, c'est personne ne rentre dans la kinésphère. Alors, ça n'est pas toujours possible. Quand ça n'est pas possible, on ne rentrera pas dans une phase beaucoup plus ferme, soit en stoppant la personne avec la main sur lui, en partant du principe que dès lors que vous avez posé la main pour l'enjoindre à rester à distance, il va démarrer. Dès lors qu'il va vouloir enlever votre main, soit vous passez à la prise d'initiative, soit vous reculez. Des choses comme ça. J'ai un exemple où quelqu'un est descendu de sa voiture et il est venu directement poser son front sur mon nez. Enfin, je ne lui ai pas laissé l'occasion de poser son front sur mon nez, il est descendu, il a fait « Quoi, qu'est-ce qu'il y a ?» Je l'ai stoppé avec la main dessus, il a mis son front sur le mien,
Et il m'a dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'es toi? Je lui ai dit, dès que tu vas démarrer, je vais te tuer. Quelque chose dans sa tête s'est bousculé. Du coup, il a compris qu'il n'y avait pas de peur en face de lui, pas de possibilité de pouvoir bluffer vis-à-vis de moi. Donc, il en est venu à négocier. Tant mieux pour nous deux. Je rappelle que tout ce qui est lié au contact physique, on va le fuir au maximum. Également, quand vous savez que vous avez le dessus largement, mais vraiment très largement, n'en profitez pas pour passer aux mains, quelles que soient les conditions. Vous pouvez calmer quelqu'un juste avec la parole. Si vous savez déjà que vous avez le dessus physiquement, vous aurez le dessus verbalement. À ce sujet, une petite anecdote. Je reçois Carla Moussou pour un stage au sein de mon club. Et le soir, on se retrouve au pub. Et justement, curieusement, il était en train de me dire que lui, il n'avait jamais de soucis, jamais de problème, il se faisait jamais emmerder. Et il se trouve que, comme dans tous les bars ou pubs ou lieux où ça boit, il y a des gens qui viennent souvent vous parler très fort à l'oreille, vous savez. Et en l'occurrence, là, il y en avait un qui parlait très très fort à nos oreilles. Bon, on lui a demandé sympathiquement de... On l'a écarté un peu, sans plus de mal. Et il est revenu, pour fanfaronner, en fait, il a sorti un couteau de chasse. Il a sorti une petite lame de 25 cm, 25-30 cm dans ses oreilles. Un vrai couteau de chasse. Alors, Carla Moussou est policier à la BAC, donc très bonne attitude. On s'est mis en opposition immédiatement vis-à-vis de tous ceux qui étaient dans le reste de la salle. Mais juste avec de bonnes phrases, bien fermes, bien placées, et une attitude qui ne laissait pas d'équivoque, le gars qui parlait fort aux oreilles et qui avait son couteau a rangé son couteau. Il s'est retrouvé très très con. Alors si j'avais eu 20 ans de moins pour amuser à la galerie, je l'aurais défoncé. En l'occurrence, là, le gars, même avec son couteau, ne représentait aucun danger. Je dis ça parce que bien souvent, j'ai vu des attitudes inverses. Il y a une première emmerde qui arrive et quand vous savez que c'est facile, hop, vous y allez au point. Non, on peut en venir, on peut régler les choses bien différemment. C'est toujours mieux. Ça permet d'apprendre en même temps. L'histoire se termine. Le gars s'est trouvé tellement con qu'en fait, il a senti qu'on est... Là, cette fois-ci, il y avait une grosse pression parce que du coup, on ne perdait plus des yeux. Et c'est le patron et des habitués du bar qui l'ont sorti. Il est rentré chez lui cuvé son alcool. Voilà pour l'anecdote. Pour terminer, je donne une petite astuce aux filles, notamment qui marche très bien, puisque en fait, quelle que soit l'assurance qu'on puisse vous donner au sein des cours d'arts martiaux, de self-défense, ou quoi que ce soit de ce genre, jamais, 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 vous n'aurez la certitude de pouvoir vaincre quelqu'un physiquement. Il y a des grosses différences physiques entre un homme et une femme. Il y a déjà eu des précédents, hein. Mais on n'a déjà pas la certitude en tant qu'homme. Je fais 84 kg, je tombe sur un mec de 100 ou même 70, j'ai pas la certitude de gagner à l'heure actuelle, malgré mon cursus. Je vais pas vous dire que vous allez gagner assurément. Donc il y a bien d'autres astuces à utiliser, et notamment pour celles qui sont emmerdées dans les lieux publics ou dans un bar. Je vous donne cet exemple. Je commence. Vous êtes dans un bar et un casse-couille vient vous parler très fort à l'oreille. D'accord ? Il y a plusieurs types de casse-couilles. Il y a celui qui est bourré, qui va vous coller, d'accord ? Et il y a le vrai prédateur, celui qui cherche à vous entraîner en dehors du lieu. Le vrai prédateur, c'est qu'en fait, la foule le protège. Par l'effet du levier social, qui est un gros levier d'influence, l'ensemble des personnes, plus il y aura de monde dans le bar, plus les personnes qui sont directement témoins de ce qui est en train de vous arriver vont se diluer la responsabilité. Donc, combien de filles se sont retrouvées coincées dans un bar avec un gars qui les entraîne dehors sans que personne n'ait réagi? Il faut que vous preniez en compte les choses suivantes. 1. Les premiers témoins, ceux qui ont vu le gars vous entraîner dehors, viennent de diluer la responsabilité aux autres. Donc ils ne vont pas forcément intervenir. 2. Ceux qui sont en charge de votre sécurité ne vont pas forcément vous voir.
Dans ce cas-là, vous pourrez tout reprocher ensuite aux gens qui étaient en charge de la sécurité ou autres. De loin, on peut croire que vous êtes complaisant, que vous accompagnez la personne qui vous sort, sans forcément se rendre compte que vous êtes en détresse. Il y a plein de signes pour vous faire remarquer le fait que vous êtes dans l'embarras. Un des signaux les plus probants et qui va permettre de mettre tout le monde au diapason, l'hystérie féminine, c'est en vous. Le mec vous emmerde, mais il suffit à un moment de réagir de manière explosive. Mais arrête de toucher mon cul! Voilà, des choses comme ça. Ça vous a surpris à l'instant. Ça va surprendre toutes les personnes qui sont présentes sur le lieu. Et la personne qui vous a emmerdé sait que maintenant elle a été repérée. Le patron du bar, s'il y en a un, il a repéré qu'il se passait quelque chose de pas bien. Ce qui vous permet de changer de place immédiatement. Si la personne vous suit, en fait, directement, ça va entraîner des réactions systématiques. Puisque là, plus aucune personne ne peut dire qu'elle n'a pas remarqué que vous étiez en détresse. Ça, c'est une première astuce. Il y en a d'autres. Autre astuce, vous commandez un autre verre et tout simplement vous avertissez la personne qui vous sert que vous avez un gros souci avec le monsieur qui vous parle fort à l'oreille. Vous voulez changer de place et vous n'y arrivez pas et il faut qu'il trouve une solution. Donc là, vous impliquez directement le responsable de l'établissement ou quelqu'un de responsable dans l'établissement et ils vont être obligés d'agir. S'ils ne le font pas, ça va être très grave pour eux s'il y a des conséquences. En l'occurrence, vous allez me dire, qu'est-ce qui m'assure que je ne vais pas prendre un coup directement, une gifle ou quelque chose comme ça? Rien ne vous l'assure. Mais est-ce qu'il vaut mieux prendre une gifle tout de suite et le gars se barre et en tout cas d'autres personnes vont venir s'interposer, assurément, ou rentrer dans un système de sidération où vous n'allez plus pouvoir réagir et être silencieuse et donner l'impression d'être complaisante et sortir avec quelqu'un qui, de toute évidence, sera malveillant. C'est un choix que vous êtes seul à pouvoir faire. De mon point de vue, logiquement, la réponse viendra toute seule. Autre exemple que j'ai déjà cité, je le donne à mes élèves en fait. Si elles sont suivies dans le métro ou dans des lieux publics, il y a plusieurs solutions pour s'en sortir. Déjà, si ce sont des prédateurs, ils n'aiment pas être découverts, comme dans les exemples précédents. Il suffit d'aller, vous êtes dans le transport en commun, vous rejoignez, vous vous mettez face au chef de station, à l'accueil, ou vous rejoignez un lieu où il y aura si possible du monde, parce que si vous êtes seul dans un couloir du métro, ça va être compliqué. C'est pas le moment où il faut faire face à l'agresseur. Il faut pouvoir faire face à une personne en s'assurant qu'il y ait au moins quelques témoins autour. S'il y a beaucoup de témoins, plus il y a de monde, moins il y a de chances que quelqu'un intervienne. S'il y a moyennement du monde, il y a plus de chances que quelqu'un au moins s'arrête, et les prédateurs n'aiment pas quand il y a plusieurs personnes qui s'arrêtent. Donc ils se sont retournés dans les transports, on fait face à leur agresseur. La personne ne les avait pas agressés physiquement, mais elle n'arrêtait pas de les suivre. Et là on gueulait dessus, mais tu vas arrêter de me suivre. Ça a stoppé les personnes directement. Une autre solution, vous faites emmerder dans la rue ou même dans les transports, vous repérez quelqu'un qui ressemble à un alpha et vous allez voir la personne qui fait « Putain, je t'ai attendu, je suis content que tu arrives, ça fait longtemps que je t'attends. » La personne va immédiatement comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après, il y en a qui vous suivent ou qui ne vous suivent pas, mais ça fait un témoin de plus vis-à-vis d'un prédateur. Ce sont des astuces qui sont à mettre en place, qui n'ont pas 100% de réussite, je ne garantis pas ça, mais c'est déjà un début de réaction et c'est mieux que de rentrer en contact physique. Voilà pour les quelques astuces. Ce que vous venez de voir, ce sont juste de courts extraits de contenu de séminaire qui sont vraiment plus longs et bien plus détaillés. En l'occurrence, c'est juste pour vous donner quelques astuces et quelques pistes pour pouvoir vous débrouiller face aux soucis qu'on peut rencontrer de manière générale. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si ça donne toujours de la force si vous la partagez. Un petit pouce bleu, là, comme dirait l'autre. Et je réponds à tous les commentaires. En attendant, prenez soin des vôtres et prenez soin de vous. À très bientôt. Grâce à sa taille, il ne rencontrait que peu de résistance. Mais observez cette scène. Malgré sa faible carrure, ce courageux client tient tête au géant.
et récupère tout de suite son verre. Pourquoi ne s'est-il pas instinctivement soumis à un primate plus gros que lui? Revoyons la scène. Vous avez remarqué? Eh oui, il est en compagnie d'une amie. Avoir une femelle à défendre réveille le dominant en chaque mâle.